fait qui vient contredire aussi cette thèse de révolution pacifique brisée par l'armée kadhafiste, c'est que la Russie, les satellites russes avaient montré, avaient pris des images et avaient montré le sol de Benghazi et d'autres villes qui n'avaient pas du tout été bombardées. Je crois que sur Internet, il y a toutes ces images que tout le monde peut voir. Donc, en aucun cas, Kadhafi n'était pas, c'est-à-dire qu'on n'avait pas assisté en Libye à une révolution pacifique matée par Kadhafi qui, au demeurant, était compté comme un sanguinaire fou. Alors que, bon, il y avait à peine quelques mois, ce fou a été reçu avec tous les honneurs des pays occidentaux et tout ça. Bon, après, le 9 septembre dernier, devant la jeunesse de son parti, Silvio Berlusconi avait reconnu qu'il n'y avait pas eu de révolution populaire démocratique en Libye. Il avait dit devant les jeunes de son parti qu'il s'agit d'un certain nombre de notables du pouvoir qui avaient décidé tout simplement de changer de régime. Et donc, bon, voilà, eux, ils ont prêté secours à ces gens-là dans l'intérêt bien compris de leur pays respectif. Donc, aujourd'hui, Kadhafi est abattu et voilà, on nous dit que c'est la fin des hostilités, mais le terrain montre quand même que les choses ne sont pas aussi simples que cela. Donc, tout ceci montre en réalité que la colonisation n'a jamais pris fin. Si la colonisation avait pris fin, on n'aurait pas pu assister à ce type d'intervention. Parce que les pays, entre guillemets, qui sont indépendants aujourd'hui, si nous prenons ne serait-ce que dans la zone européenne, par exemple, où tous les pays, la souveraineté de chacun de ces pays est respectée. La France, par exemple, ou l'OTAN ne peut pas aller comme ça, par exemple, en Espagne ou en Allemagne, bombarder les pays, ou bien un pays, soi-disant, pour protéger les civils, etc. Donc, la réalité aujourd'hui est que la colonisation en Afrique est plus que vivace. Et sur le plan économique, nous pouvons voir que l'économie africaine est demeurée de type colonial. Parce que, tout simplement, cette économie africaine, en Afrique, fonctionne toujours sur le modèle du pacte colonial. C'est-à-dire que nous, en Afrique, nous produisons toujours les matières premières agricoles et minières que nous livrons directement sans transformation aux pays dits du Nord, qui nous livrent en retour les produits finis avec les prix qu'ils fixent eux-mêmes. Je rappelle aussi que les matières premières qui sont livrées au Nord, les prix de ces matières-là ne sont pas fixés par les Africains. Ce sont les pays du Nord qui le fixent et qui fixent aussi le coût de transport de ces produits-là parce que les infrastructures de transport, notamment par voie maritime, ces infrastructures-là appartiennent aux pays du Nord qui décident de taxer, de transporter ces produits à des coûts qu'ils décident souverainement. Donc, aujourd'hui, la réalité africaine est que nous sommes ni plus ni moins en colonisation, c'est-à-dire que la colonisation n'a jamais pris fin. Et donc, je pense que le travail que nous devons fournir aujourd'hui, c'est de reconsidérer un certain nombre de notions. Lesquelles notions sont en quelque sorte des éléments de langage qui sont fabriqués par le système
pour nous faire croire que nous sommes passés d'un système de domination à un système d'autonomie ou de souveraineté qui confère au peuple africain le pouvoir de décision. On l'a vu tout à l'heure avec l'érection, ou la conservation, ou le renversement des pouvoirs politiques. C'est que sur ces trois étapes-là, au cours de ces trois étapes, érection, conservation ou éviction au pouvoir des régimes africains, le peuple intervient peu. Voilà, c'est toujours l'extérieur qui décide. On l'a vu au Niger avec le renversement de Mamadou Tanja. On avait présenté cela comme un coup d'État qui a été fait par l'armée qui ne supporterait plus les caprices de Mamadou Tanja qui voulait modifier la constitution et rester au pouvoir, alors que derrière il y avait véritablement l'enjeu de l'uranium, d'Arlit et d'autres villes, lequel uranium était, je dirais, disputé par la Chine et la France notamment. Et donc, sur le plan politique, effectivement, le peuple n'intervient pas ou intervient très peu en tout cas. Sur le plan économique, on vient de le voir, l'économie africaine est toujours de type colonial. Elle ne produit pas, elle ne transforme pas ces matières premières, l'Afrique continue de les exporter et reçoit en retour des produits finis. Sur le plan de la vision du monde, les Africains ne pèsent très peu dans l'orientation, dans les orientations de leur pays, parce que effectivement ceux qui décident des orientations des pays africains ne sont pas l'émanation des peuples africains et quand bien même ils le seraient, la plupart sont issus des universités et des écoles occidentales qui ont pris le soin de les formater, de les déprogrammer, de les reprogrammer ensuite pour qu'ils puissent véritablement servir et accomplir la mission pour lesquelles ils sont ainsi faits. Donc, voilà, sommairement résumé, la situation. Donc, quand nous voyons les interventions militaires de l'OTAN ou de la France ou des États-Unis un peu partout en Afrique, bientôt d'ailleurs la Chine va aussi le faire parce que quand on voit comment la Chine travaille actuellement sur le continent africain, on ne peut pas ne pas penser que la Chine soit clairement aussi dans cet esprit de colonisation. D'ailleurs, on voit aujourd'hui dans les universités africaines la création des instituts Confucius qui permettent à la Chine aussi de labourer le mental des Africains pour les préparer à accepter la domination de la Chine d'ici, ou si ce n'est déjà le cas. Donc, quand on voit, je disais, que quand on voit les interventions militaires aujourd'hui, que ce soit en Côte d'Ivoire ou en Libye, ou prochainement dans d'autres pays, parce que cela va continuer bien évidemment, ce n'est ni plus ni moins que le déploiement de la, je dirais, de la seconde manche de l'appareil colonial. Parce que le système colonial, en fait, fonctionne sur deux registres. Il y a le registre qui consiste à utiliser la ruse et ses dérivés pour atteindre ses objectifs. Et de l'autre côté, il y a, si la ruse ne marche pas, eh bien on va utiliser la violence, la répression, l'appareil militaire pour pouvoir atteindre véritablement ses objectifs. Donc, tous les dirigeants qui ne sont pas disposés clairement et nettement à rentrer dans les rangs, bon, qui auraient peut-être rejeté des formes plus soft
de servir le système, bon, le seront tout simplement par le truchement de la répression. Voilà, on va les forcer à y adhérer. Si ils ne veulent pas se soumettre, eh bien, on va tout simplement les remplacer ou tout simplement les assassiner, comme on vient de le voir avec Kadhafi, et plus loin dans l'histoire avec Thomas Sankara et bien d'autres. Donc voilà, mesdames et messieurs, la situation en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes bel et bien dans la colonisation, et je crois que je parlais tout à l'heure des éléments de langage que nous devons essayer de corriger. C'est-à-dire qu'il y a des termes tels que l'indépendance. L'Afrique est indépendante depuis une cinquantaine d'années. Non, l'Afrique n'a jamais été indépendante. Voilà. Si l'Afrique avait été indépendante, eh bien, les Africains auraient la possibilité d'élire leurs dirigeants, de les conserver ou de les renverser, d'avoir leurs moyens, d'avoir leur outil de défense. Eh bien, aujourd'hui, on voit en Afrique, il y a des bases militaires françaises un peu partout. Les États-Unis sont en train d'installer aujourd'hui, je crois, au Congo, leur commandement militaire AFRICOM. Et la Chine va faire pareil. Donc, voilà, la situation sommairement résumée. Je crois que les débats nous permettront de revenir sur un certain nombre d'aspects qui ont été sciemment ignorés pour que le débat puisse s'engager. Je vous remercie. Je voudrais juste revenir sur l'histoire de Kadhafi. Il faut savoir les faits exacts en fait, qui ont poussé les Français et les Américains à vouloir l'attaquer. Pourquoi en ce moment? Pourquoi début 2011 ils sont décidés quels sont les faits qui les ont poussés en fait, à vouloir les lancer du pouvoir? Est-ce qu'il a fait des actions particulières par rapport à avant, en fait, on tolérait, on va dire. Et bizarrement, au début 2011, il décide à vouloir les attaquer. Non, moi je pense que ce qui a été décisif, c'est que dans cette sous-région où on avait vu que les Tunisiens avaient commencé par enclencher ou bien avaient débuté un processus dit de révolution, l'idée était qu'il ne fallait pas forcément que les peuples fassent la décision. Voilà. C'est-à-dire que si les peuples finalement arrivaient à prendre la situation en main et à décider véritablement des orientations futures de leur pays, cela représentait en quelque sorte, un danger pour le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Parce qu'en réalité, le système colonial n'a jamais voulu que les peuples décident des orientations de leur pays, que ce soit les orientations politiques, économiques, sociales, sociétales, etc., ou philosophiques. Donc, il fallait coûte que coûte faire en sorte que les événements soient maîtrisés. Alors, lorsque les Tunisiens avaient commencé, vous avez vu d'ailleurs que la France n'était pas en phase avec le peuple, et Aliou Mari avait d'ailleurs proposé l'expertise la France pour venir en aide à Ben Ali. Et le lendemain, lorsque les événements ont rattrapé l'Égypte, eh bien, il fallait coûte que coûte maintenir le système en place tout en donnant l'impression que la figure de Moubarak, que c'était la figure de Moubarak qui posait le problème. Donc, les Américains ont fait tout pour demander le départ de Moubarak pour pouvoir mieux réinstaller le système. Bon, heureusement que les Égyptiens ont compris. Et aujourd'hui, on voit que malgré le départ de Moubarak du pouvoir, les Égyptiens continuent pas à manifester parce que la révolution n'a pas abouti. Donc ils ont compris que leur révolution a été court-circuitée par voilà, les gens
qui soutenaient justement ces régimes hier et qui, voulant ne pas se laisser dépasser par les événements, ont voulu contrôler plutôt la situation, la maîtriser hein, dans leur intérêt, hein, en demandant simplement le départ de leur pupille hein, du pouvoir. Et donc, une fois que les événements sont produits en Égypte, ben, un des pays, comme je l'ai dit, qui était lorgné depuis, parce que je n'ai pas d'autres mots. Historiquement, la Libye a été toujours l'objet de convoitise. Hein, les Américains ont tenté à plusieurs reprises de s'accaparer de ce pays. Bon, ils n'avaient pas réussi. Bon, c'était l'occasion, ou jamais, de réussir en prétextant effectivement que, bon, la sous-région était en ébullition et que, bon, voilà, en Libye, il y avait aussi un peuple qui ne voulait plus du tout de ce monsieur et qui avait commencé par manifester et qui, malheureusement, était prise sous le feu hein, de Kadhafi. Bon, je pense que bon, malheureusement, il y a Yves Bonnet, qui est l'ancien directeur de la DST, qui avait conduit une mission en Libye, et ils ont découvert effectivement que Kadhafi n'avait pas bombardé son peuple dedans, et ensuite qu'effectivement, cette révolution présentée comme telle était infestée d'agents d'Al-Qaïda et de terroristes. Donc, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, clairement et nettement, c'est qu'on a voulu mettre la main sur les richesses de la Libye, posséder tout simplement la Libye et partager ses richesses. Donc, voilà, il n'y a pas d'autres explications. Parce que vous l'avez vu, juste il y a, je crois, 2 semaines, une cargaison d'hommes d'affaires français s'était présentée en Libye, soit disant que, bon, voilà, comme la France était en première ligne pour sauver hein, la Libye, eh bien, la France réclame sa part, donc voilà, il faut que les contrats, un certain nombre de contrats reviennent tout simplement à la France. Donc, je crois que ce qui s'est passé en Libye, c'est purement et nettement des motivations économiques. Ça, il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ce qui s'est passé en Libye. La volonté claire et nette, c'était de s'accaparer de la Libye hein, et de prendre ses biens hein, et de se les partager. N'ignorons pas non plus que nous sommes dans un contexte de crise systémique présentée comme une crise financière qui plombe un certain nombre de pays occidentaux. Hein, et nous savons que c'est aussi une constante de l'histoire, qu'à chaque fois que ces pays-là sont retrouvés en crise, ben, ils ont résolu aussi ces crises-là au travers notamment des guerres. Donc voilà, aujourd'hui, je crois que la Libye est rentrée justement dans ce scénario. Je crois aussi que le ton qu'avait pris Kadhafi hein, lorsqu'il allait répondre à ces gens avait contribué largement à faire de lui le méchant. Voilà, parce qu'il avait parlé sur un ton ouais, très agressif. Bon, donc cela a été utilisé contre lui. Donc je ne crois pas qu'il y avait un changement fondamental. C'est-à-dire que les mêmes raisons qui ont poussé les mêmes présidents, les mêmes dirigeants à serrer les mains de Kadhafi hier, ce sont les mêmes raisons qui les ont poussés hein, à aller aujourd'hui dans ce sens, dans le sens de son renversement et de son assassinat. Voilà. Oui. Aussi, tous ces projets magnifiques qu'il avait pour relever ses États. Il avait été quand même nommé plusieurs fois roi d'Afrique, c'était pas qu'un symbole, c'était parce qu'il mettait vraiment de l'argent, des moyens, il avait des projets très sérieux. Et donc à partir de là, il coupait la manne pour ces pays européens qui s'enrichissent de la misère qui
qu'ils entretiennent en fait. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait cet aspect aussi des choses. Effectivement, Kadhafi avait plusieurs projets en direction de l'Afrique. Et d'ailleurs, Kadhafi a soutenu beaucoup de combats en Afrique. Hein. Il avait soutenu le combat contre l'apartheid au moment où certains, d'autres présidents africains présentés comme des hommes de paix, etc., allaient manger avec Peter Botha et consorts en Afrique du Sud. Donc, il avait soutenu ces combats, il avait soutenu pas mal de combats, je crois même au début de la révolution sankariste au Burkina Faso, il avait soutenu beaucoup le révolutionnaire Sankara. Et l'une des raisons d'ailleurs de l'assassinat de Sankara vient justement de là, parce qu'on l'avait accusé de traiter avec Kadhafi, qui était un terroriste et qui s'était aussi opposé à la France au Tchad. Vous vous souvenez de la guerre de la bande d'Aouzou, qui avait créé un conflit ouvert entre la France et la Libye. Donc effectivement, il y avait tous ces projets. Il y a aussi le fait que, je pense, dans cette sous-région, Kadhafi a mérité ce sort tout simplement parce que dans cette sous-région, il était l'un de ceux qui vantaient le plus l'idée d'une Afrique véritablement auto-centrée et qui se prend en charge. Bon, il y avait pas mal de contradictions qu'on peut relever dans les attitudes de Kadhafi, notamment la question des immigrés que l'Union européenne sous-traitait, que Kadhafi sous-traitait. Mais en définitive, je crois que Kadhafi effectivement avait fait un travail formidable en direction de l'Afrique. Il avait même pensé doter l'Afrique de son satellite pour que l'Afrique soit maître de ses informations, que l'Afrique fasse elle-même ses informations. Bon, on a vu aussi que dans les sommets de l'Union africaine qu'il a initié, qu'il a repris de Nkrumah et de Nasser et d'autres, il gênait beaucoup de gens, parce qu'il disait un certain nombre de choses bon, qui n'étaient pas du tout, qui ne plaisaient pas du tout à tout le monde, quoi. Donc, je crois que tous ceux-ci ont contribué effectivement à décider de sa dangerosité. Voilà, à dire tout simplement que ce monsieur est dangereux parce qu'effectivement, si on veut que l'Afrique soit toujours au service du monde, de l'Occident et de la Chine et des autres pays, ben, il va falloir qu'elle ne soit pas dirigée par des dirigeants qui soient conscients des enjeux et qui véritablement fassent des choix endogènes, voilà, qui se tournent vers les forces endogènes. Il faut toujours qu'on ait des dirigeants qui vantent le mérite d'un système international, de l'amour international, d'un système international qui serait tout simplement universellement humaniste, qui aime tous les peuples, voilà, y compris les nègres, tout simplement. Donc voilà, on ne peut pas, c'est-à-dire que ces gens ne peuvent pas accepter qu'il y ait des gens comme Laurent Gbagbo qui aient le courage, comme Kadhafi qui a le courage de dénoncer publiquement ces certain nombre de choses, d'ouvrir les yeux à la population. Et ce type d'homme est très dangereux, tout simplement parce que, bon voilà, plus le peuple a les yeux fermés, plus le peuple est ignorant, plus on ne lui montre pas qu'il a les capacités de faire face lui-même à ses problèmes et les résoudre lui-même, eh bien, ces gens-là sont des dangers qu'il faut coûte que coûte éliminer. Donc, effectivement, votre remarque est pertinente. Kadhafi avait un certain nombre de projets et pour empêcher ces projets de réussir, eh bien, tout simplement, il faut l'éliminer et le remplacer par des gens que nous voyons aujourd'hui qui ne sont dignes d'aucun intérêt. Je crois que l'histoire va les oublier très très rapidement. Oui. Je voulais revenir quand même sur le fait que vous défendiez Laurent Gbagbo et Muammar Kadhafi. Donc, moi, comme vous voyez, je suis un petit blanc et qui a les informations principalement venues de France. Mais est-ce que ça voudrait dire, selon vous, que
Kadhafi et Gbagbo sont des petits anges et n'ont pas cédé à des délires mégalomanes. J'ai un peu du mal à comprendre comment on peut défendre à 100% Muammar Kadhafi et Laurent Gbagbo, même si, évidemment, si je suis là, je reconnais, je suis d'accord avec vous sur beaucoup de points. Bon, il ne s'agit pas de voir les choses sur le plan d'anges ou de démons. Ici, nous sommes en train de parler des intérêts de nos peuples. Voilà, c'est tout simple. Voilà, nous considérons en tout cas la structure que je co-dirige considère que Laurent Gbagbo et Kadhafi, malgré tout ce qu'on peut leur reprocher, répondaient à un certain nombre de nos intérêts. Voilà. Que cela soit, c'est-à-dire que ce n'est pas à 100% propre, mais on voit quand même que parmi les 53 mafieux ou les 53 soi-disant dirigeants africains, les seuls qui sont dérangés, les seuls qui sont bombardés, sont justement ceux qui avaient un discours et qui avaient une vision pour l'Afrique. Les autres, bon, ils sont tranquilles, même s'ils commettent des meurtres de masse tout le temps, bon, ils sont maintenus. Hein, on l'a vu, il y a des élections qui viennent de se dérouler au Cameroun. Hein? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Rien du tout. Hein? Et la France elle-même qui avait réprimé la marche de notre peuple au Cameroun et qui a fait des centaines et des centaines de milliers de morts, ben la France ne reconnaît pas tout ceci, même s'il y a un livre qui vient de paraître de Thomas Deltombe et d'un historien, je crois, sur les massacres au Cameroun. Bien. Bon, Fillon est allé dire que le colonialisme français n'a tué personne au Cameroun. Donc, je crois qu'il y a un certain nombre de dirigeants qui sont fondamentalement anti-africains, anti-peuple, mais qui n'ont aucun ennui. Hein? On a vu, il y a eu des débuts de mouvements de contestation au Burkina Faso. Hein? L'assassin de Thomas Sankara est là tranquillement. Bon, on l'a protégé, on fait tout. Bon, on arrache le ministère de la Défense des mains d'un ministre et on le lui confie. Il cumule le poste de président et de ministre de la Défense. Donc lui-même en personne, il dirige la répression aujourd'hui. Au Togo, Faure Gnassingbé, il n'a jamais été élu. En 2005, quand il a succédé à son père, il a fait des centaines et des centaines de morts selon l'enquête, sur le rapport de l'ONU. Il a fait 500 morts. Selon les organisations de défense des droits de l'homme, il a fait plus de 1000 morts. Mais qui sont ceux qui l'ont assisté? C'est un détachement des troupes de la Licorne, basée en Côte d'Ivoire, qui étaient venus patrouiller aux côtés des forces armées togolaises à Lomé en 2005. Et lorsque nous l'avions dit, Michel Barnier était le ministre des Affaires étrangères et de la coopération en ce moment. Quand nous l'avions dit, ils nous avaient traités de fous et de menteurs. Mais alors qu'on voyait les soldats français dans les rues de Lomé, non, il n'y avait rien. Donc il y a un certain nombre de dirigeants qui sont toujours bons, mais qui sont toujours contestés par leur peuple. Eux, bon, ils n'ont aucun ennui. Et ceux qui relativement essayent, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la Libye sous le roi Idriss, laquelle Libye est passée aux mains des jeunes révolutionnaires conduits par Kadhafi et bien d'autres, c'est que la Libye a connu un énorme progrès. C'est l'un des pays les plus développés aujourd'hui en Afrique, quoi qu'on dise. Mais voilà, vous avez vu les images de Sirte et d'autres villes qui étaient totalement rasées. Voilà. Donc, c'est en ce sens-là que nous disons que ces guerres-là ne sont pas des guerres de libération. Voilà. C'est pour ça que nous ne pouvons pas les accepter. Voilà. Parce qu'il y a des dirigeants qui sont tout simplement là depuis des années, qui ne foutent rien du tout. Bon, que Kadhafi ait fait 40 ans ou 42 ans au pouvoir, oui, on peut le contester. On peut le contester, je crois qu'on doit le contester. Mais c'est comme ça, le régime libyen comme ça, il revenait au peuple libyen